c'est le premier cancer chez la femme. C'est à peu près 40 000 nouveaux cas par an en France. Donc c'est énorme. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, pratiquement une femme sur 8 va présenter un cancer du sein au cours de sa vie. Salut à tous et à toutes, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui ne peut pas être plus d'actualité que maintenant. Aujourd'hui on se retrouve dans le studio santé dans lequel je vais vous parler d'Octobre Rose et de la campagne de lutte contre le cancer du sein. Tous les ans, lors d'Octobre Rose, l'association Ruban Rose a pour objectif d'inciter le maximum de personnes de tout âge différent, et en particulier les femmes, à se faire dépister ou examiner par un professionnel de santé. Le but étant de sensibiliser et d'informer le maximum de personnes sur ce qu'est le cancer du sein, comment repérer les différents signes facilement et surtout quelles sont les solutions à envisager. C'est aussi un mois où la générosité de la population est sollicitée. En effet, en faisant des dons, vous permettez de financer la recherche et donc d'aider les scientifiques afin qu'ils puissent trouver de nouveaux traitements. Mais bon, vous avez de la chance. Grâce au CHU de Bordeaux, j'ai pu interviewer Dr Connery, chirurgienne et spécialiste d'Octobre Rose et de la campagne de lutte contre le cancer du sein. Je vous emmène avec moi, c'est parti. Bonjour Dr Connery, je suis très ravi de vous recevoir aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour parler d'un sujet qui est un peu plus d'actualité aujourd'hui, le sujet d'Octobre Rose. Aujourd'hui, le cancer du sein, c'est l'un des plus fréquents chez la femme, selon le site cancerdusein.org. Selon l'Institut national du cancer, ça représente environ 33% des cancers féminins. Est-ce que vous pouvez nous dire, ou aux gens qui nous regardent, qu'est-ce que le cancer du sein? Un cancer, déjà en lui-même, ce sont des cellules de l'organe qui vont se mettre à dégénérer. Et elles vont perdre leur capacité de cohésion et elles vont se multiplier de façon complètement anarchique. Et c'est à partir de là, quand elles vont se multiplier, que ces cellules vont devenir toxiques pour l'organisme. Il y a deux toxicités, elles vont grossir dans l'organe concerné, donc là on est en train de parler du sein. Donc au départ il y a un petit groupe de cellules qui perd ses mécanismes de régulation et qui devient entre guillemets un petit peu folle, qui vont grossir localement. Et le deuxième risque, c'est que ces cellules, elles vont partir, puisqu'elles ne restent plus entre elles, elles vont partir dans les vaisseaux sanguins, dans les vaisseaux lymphatiques, ou être à l'origine d'une maladie générale ou de ce que l'on appelle les métastases. Au final, pourquoi ce cancer du sein est assez fréquent chez la femme? Alors effectivement, c'est le premier cancer chez la femme, c'est à peu près 40 000 nouveaux cas par an en France. Donc c'est énorme, ça veut dire qu'à l'heure actuelle, pratiquement une femme sur 8 va présenter un cancer du sein au cours de sa vie. C'est une pathologie qui est très importante en termes de santé publique. Il y a le fait que la population vieillit, donc on trouve évidemment plus de problèmes chez les patients âgés, notamment des dégénérescences des cellules liées à l'âge, donc une augmentation des cancers. C'est valable pour le cancer du sein, mais également pour le cancer de la prostate, c'est lié à l'allongement de la vie. Et puis il y a aussi le fait que peut-être on détecte de plus en plus tôt des maladies, notamment le cancer du sein, parce qu'on a des outils de dépistage avec les radios comme la mammographie qui vont nous permettre de détecter très tôt l'apparition d'une anomalie au niveau du sein. Et du coup, on va augmenter ce qu'on appelle l'incidence, c'est-à-dire la fréquence de nouveaux cas du cancer du sein. Et puis, c'est un cancer qui est lié au fait qu'il y a aussi une modification des habitudes de vie, un petit peu plus de sédentarité, une alimentation qui est différente, des expositions peut-être à d'autres produits environnementaux, l'exposition aussi également à des médicaments. Au final, comment repérer les signes ou les anomalies qui pourraient donc inciter les personnes à s'auto-diagnostiquer ou aller chez un professionnel de santé justement pour se faire examiner? Je répondrai que c'est toute anomalie au niveau du sein. Donc il faut vraiment encourager toutes les femmes à palper leur poitrine, notamment sous la douche par exemple. Toute modification au niveau de la glande mammaire doit être un signe d'alerte pour les patientes et c'est vrai qu'il y a un vrai effort d'éducation pour les patientes. Quand on parle de signes anormaux, ça peut être une rougeur au niveau du sein, ça peut être l'apparition également d'une petite modification au niveau de la peau du sein, ça peut être aussi des anomalies au niveau du mamelon. Donc tout ça c'est plutôt visuel, donc modification de la symétrie, ou si le mamelon rentre un petit peu, ça peut être également un signe d'appel. Il y a l'autre signe
qui est plutôt la palpation, qui va être quand la patiente va palper la glande mammaire, si elle trouve une anomalie, une boule, soit au niveau du sein, soit sous le bras, il ne faut pas qu'elle hésite effectivement à consulter son médecin. Pour finir sur l'autopalpation, en fait, il faut apprendre aux femmes, il faudrait que ça se transmette finalement de génération en génération, de la maman vers sa fille et dans l'entourage, c'est l'objet des campagnes d'Octobre Rose. Il faut encourager cette autopalpation. Ça permet aux gens de prendre conscience de leur corps et de détecter s'il y a une anomalie. Et justement, pour encourager l'autopalpation, on peut avoir des applications très faciles sur iPhone qui permettent d'apprendre l'autopalpation avec des sortes de calendriers de rappel qui vont vous signaler, en fonction du cycle chez les patientes jeunes, à quel moment c'est mieux de palper la glande mammaire et comment le faire. Il faut apprendre à palper le sein en superficie, puis après en profondeur, et bien palper les 4 cadrans et passer une main sous le bras également pour vérifier qu'il n'y ait pas de ganglion. Vous avez ça sur Keep a Breast. Je le mettrai en bas. Sur mon téléphone si vous voulez. Que je dois avoir quelque part et qui sonne chez moi, sauf qu'il y a tellement d'applis au bout d'un moment qu'on les retrouve. On a beaucoup d'applications sur le téléphone. Mais je vais la retrouver sur Keep a Breast. Non mais parce que j'ai le logo, il va falloir que je vous la mette. Bon, je la mettrai. Je mettrai la petite image. Parfait, non, c'est pas dans Santé que je l'ai mise. Vous filmez pas là, si? Si, dessus. Non, on verra. C'est vraiment pourri. Et Keep a Breast, c'est ça? Keep a Breast. Keep a Breast. Keep your breast ou Keep your breast. Ah bah oui, il était dans mon iPhone. Quels sont les facteurs qui pourraient influencer l'apparition justement d'un cancer du sein? Alors, il y a plusieurs facteurs qui peuvent influencer l'apparition d'un cancer du sein. Il y a des facteurs que les patientes ne peuvent pas maîtriser, qui sont les facteurs familiaux notamment. Il y a des familles où il peut y avoir beaucoup de cas de cancer du sein et dans certains cas, ça peut être lié à une mutation génétique des gènes que l'on appelle BRCA1 ou BRCA2. Donc dans ces familles-là, il y a effectivement un surrisque de cancer du sein. Donc ce sont des patientes qui ne vont pas avoir de dépistage classique, mais qui vont avoir un suivi très très personnalisé. Le deuxième facteur, c'est la densité du sein, c'est-à-dire que plus la glande mammaire va être dense, plus il peut y avoir d'apparition de lésions cancéreuses. C'est lié à ce qu'on appelle l'histologie, c'est-à-dire la structure de la glande mammaire en elle-même. Et puis il y a les événements de la vie reproductive et génitale, le nombre d'enfants, s'il y a eu un allaitement, si la puberté est précoce ou tardive, ménopause pareil. Ça, ce sont les facteurs sur lesquels on ne va pas pouvoir faire de modifications. Par contre, il y a d'autres facteurs qui peuvent diminuer l'apparition ou la récidive d'un cancer du sein qui sont modifiables et c'est essentiellement ce qu'on retrouve à l'heure actuelle, l'activité physique. On a de très belles études qui montrent que quand les femmes font 1 heure à 4 heures de sport par semaine, elles vont nettement diminuer leur risque d'apparition d'un cancer du sein. Donc faites du sport, c'est hyper important. Et on a montré également que de faire du sport de façon régulière va entraîner également pour des patientes qui ont déjà eu un cancer du sein une diminution du risque que la maladie puisse réapparaître. Dans cette petite étude, un élément qui est très drôle, une petite étude avec beaucoup de patients, dans cette grande étude, un élément qui peut être assez drôle et que je défends complètement, c'est que l'activité de sport ne doit être que du loisir. Et oui, mais on y revient de plus en plus. De comptabiliser l'activité de ménage. Et on s'est aperçu dans cette étude que faire le ménage et passer l'aspirateur ne devait pas être considéré comme du sport et ne prévenait pas le risque de cancer du sein. L'activité de ménage n'est pas intéressante. Par contre, toutes les activités sportives, ludiques et qui vous font plaisir doivent être encouragées. Quand on y revient, donc assez souvent, l'activité physique c'est primordial. Ça participe à la santé en général. Madame Conry l'a très bien dit. Faites-vous plaisir, c'est très très important. Donc merci beaucoup Madame Conry de m'avoir reçu dans votre cabinet et aussi d'avoir pris de votre temps personnel, professionnel donc pour répondre à toutes ces questions. Je remercie aussi le CHU de Bordeaux de m'avoir donné la possibilité d'avoir pu interviewer Madame Conry. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu et appris des choses aussi. Je vous dis à très vite dans le studio santé pour d'autres sujets en lien avec la santé et je vous dis à la prochaine.